Hey, salut et bienvenue dans cette nouvelle saison de Let's Talk Leadership. On est vraiment content de pouvoir continuer à prendre du temps et puis de pouvoir proposer une nouvelle saison de ce podcast. On espère en tout cas que tu continues à être passionné ou si tu nous rencontres, juste bienvenue. On espère vraiment que ce contenu va te faire du bien. C'est une nouvelle saison puis on a un peu envie de changer encore le format. Donc durant toute cette saison, ça va être ce format. Ça va être moi qui vais parler en frontal et puis il n'y aura pas forcément d'autres personnes qui vont venir. Alors on a prévu quand même des surprises, on vous connaît, on sait aussi que ça fait du bien d'entendre d'autres voix. Donc on aura en tout cas peut-être deux interviews assez passionnants pendant cette série. Et puis on espère aussi pouvoir prendre un épisode avec une de mes co-hosts de choc, que ce soit Sabine ou Cindy, pour faire un épisode où en fait on va prendre vos questions. Donc restez connectés, n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des questions. En tout cas on se réjouit, le cœur reste le même, notre envie c'est de pouvoir vous équiper sur le leadership en français. Et on espère vraiment que ça fait du bien. Donc sans plus attendre et sans transition, on va plonger dans l'information sur cette nouvelle saison. Durant cette saison, en fait, on va s'intéresser principalement à une notion, c'est la notion de travail d'équipe. On sait que vous êtes beaucoup à travailler en équipe, à vouloir travailler en équipe, à galérer aussi avec les équipes, bienvenue au club. Et on a envie de donner du temps pour réfléchir sur pourquoi, mais aussi comment bien travailler en équipe. Si sur le principe on est tous d'accord, ça fait plus de sens de travailler avec du monde, on sait que seul on va vite, mais qu'à plusieurs on va plus loin. Dans les faits, dans la réalité, c'est souvent bien difficile de s'entourer en fait. C'est pas toujours facile de lever du monde, c'est pas forcément facile de garder des gens puis de continuer à collaborer avec eux, et c'est encore moins facile quand il est question de libérer les gens, peut-être après 2, 3, 4 ans où on a collaboré ensemble, comment est-ce qu'on fait de la place et on libère les personnes. Donc on va réfléchir à toutes ces choses-là, parce que la réalité c'est que bien souvent, si sur le papier c'est une belle chose, l'équipe, dans les faits, c'est difficile. Même si peut-être on a une équipe et puis on est content d'avoir une équipe, très souvent, à part la machine à café, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on partage. Alors les relations, on le sait à tous les égards, ce sont des défis, c'est souvent très complexe et je prétends pas que je vais pouvoir simplifier tout ça avec des épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, mais on va essayer de donner quand même de bonnes clés, on va essayer de donner aussi des bonnes idées pour aider au travers de cette dimension des équipes. Dans ce premier épisode, on va se concentrer sur nos cœurs, sur comment est-ce qu'on peut avoir des cœurs qui sont disposés au travail d'équipe. Alors, un instant, réfléchis pas trop longtemps, mais essaie de faire remonter à la surface de ta mémoire des images. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois quand tu penses équipe? Quelles sont les expériences bonnes ou moins bonnes qui remontent à la surface quand tu penses travail en équipe? Est-ce que ça te donne le sourire ou est-ce que ça te donne le goût amer? Je pense que pour la plupart des gens, souvent, c'est un peu complexe en fait. On a des bons moments, des moments vraiment, vraiment ouf, mais on a aussi des moments plus difficiles, des moments peut-être même très pénibles. Alors on va regarder ensemble comment développer et garder des cœurs pour des équipes. Si tu veux travailler en équipe, la première des choses, c'est qu'il faut développer un cœur pour les équipes. Est-ce que ton cœur à toi a le désir de s'entourer? C'est mon premier point en fait. Il faut qu'on ait des cœurs qui ont le désir de s'entourer. Et je crois que tout commence ici. Je vais d'abord prendre la dimension biblique parce que si tu ne le connais pas, je te le dis, mais en fait ici on parle du leadership avec une perspective chrétienne. On est un podcast qui veut avoir cette dimension-là. Alors j'aborderai aussi d'autres pensées et d'autres choses, mais on veut commencer ici dans la Bible. Et dans la Bible, en fait, lors du récit de la création qu'on trouve dans la Genèse, la première fois que Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme, il n'est pas bon, c'est pas bien », c'est en fait quand il parle du cœur de l'homme. Et il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En d'autres termes, la solitude n'est pas une bonne chose. On a souvent parlé de ça pour le mariage, mais je suis convaincu que cette réalité est bien plus large que le mariage. En fait, l'idée que l'homme fonctionne seul, que l'homme soit seul, pour Dieu, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne chose. Et je suis convaincu qu'on doit redécouvrir ça. Pour Dieu, l'homme, avec un H majuscule, n'était pas censé faire tout seul, mais il était censé collaborer, s'entourer, vivre avec des équipes.
Pour appuyer cela, on peut regarder à l'exemple de Jésus, qui est l'exemple central dans la Bible. Jésus est aussi appelé parfois le nouvel Adam, ce qui signifie qu'il revient sur ce que le premier Adam n'avait pas forcément bien compris, et surtout sur ce qu'il a fait de mauvais. Et lorsque Jésus démarre son ministère, son temps sur terre, sa mission sur terre, on voit qu'il fait le choix intentionnel de s'entourer. On voit qu'il prend du temps, on voit qu'il prie pour cela. On voit que la première fois en particulier, on nous dit qu'il a prié quasi toute la nuit avant d'appeler les premiers disciples. Et dans la suite du Nouveau Testament, le mot le plus utilisé pour décrire l'Église, à savoir les chrétiens, c'est un mot qui est une expression en grec, c'est allélon, et qui signifie les uns les autres. Donc on va sortir un tout petit moment de la Bible, mais j'ai envie de te dire, dans la Bible déjà, depuis la Genèse jusqu'à l'exemple de Jésus, jusqu'à ensuite tout ce qu'on voit des gens qui suivaient l'exemple de Jésus, on voit que la collaboration est nécessaire. Maintenant, si on prend Brené Brown, qui est une auteure, une personne qui fait aujourd'hui des keynote conferences, qui est une personne reconnue, qui est aussi docteur en neurosciences, elle l'a extrêmement bien expliqué dans son TED Talk. Nous sommes câblés pour les relations. On a été fait, façonné littéralement dans ton cerveau. Les scientifiques sont d'accord de dire on a été fait pour les relations. Je suis parce que nous sommes. C'est aussi ce qu'on entend souvent. Je vais arriver là-dessus, mais tu as besoin de relations. Tu recherches des relations. Et grand nombre d'études viennent appuyer sur le fait et révèlent cette réalité que la solitude est un fléau contemporain. Je l'ai dit juste avant, je suis parce que nous sommes. Et ça, c'est issu de ce qu'on appelle des fois les philosophies bantoues, avec le concept que tu connais peut-être qui s'appelle Ubuntu, qui signifie ça. Je suis parce que nous sommes. Et encore une fois, c'est l'idée qu'on doit collaborer, que notre présence, notre action ne fait du sens que si nous sommes en lien avec d'autres. Alors la question, elle demeure. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de nous entourer ? On voit que dans la Bible, on nous dit qu'il faut nous entourer. On voit que les scientifiques nous disent qu'on doit s'entourer. On voit que dans toutes les sociétés, même les sociétés non occidentales, le concept d'entourage est une évidence. Alors pourquoi c'est si difficile ? Je pense que pour répondre à cette question, il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire. Je pense que c'est lié intrinsèquement à certains des défis que c'est que d'être un être humain. Mais en même temps, je crois que la majorité des cas, la majorité des raisons qu'on peut donner, on peut les classer dans deux grandes catégories. Tout d'abord, je pense que c'est difficile de s'entourer à cause des blessures que j'ai pu vivre en m'entourant au travers des relations. Et je pense que c'est difficile de nous entourer, peut-être en particulier en Occident, à cause d'un mensonge qui est celui que j'appelle le mensonge de l'individualisme. On va prendre ce premier point d'abord. Je crois qu'on doit s'entourer, qu'on doit développer des cœurs pour les équipes en combattant le mensonge de l'individualisme. Je crois que c'est peut-être le moins sensible. Après, on parlera des blessures, puis c'est une toute autre dimension. Mais si on est honnête, il y a un mythe qui se transmet de plus en plus de différentes façons dans la société occidentale. C'est le mythe du, en anglais, self-made man. La première fois que j'ai été confronté, puis que ça m'a vraiment cherché, ça m'a dérangé, c'était en regardant un film assez connu avec l'acteur Will Smith, que peut-être vous connaissez, sans doute j'ai envie de dire. Ce film s'appelle « À la recherche du bonheur ». C'est une grosse production, ça vient nous tirer les larmes, ça vient nous révolter, ça vient vraiment nous provoquer sur le désir d'un père qui, pour différentes raisons, se retrouve sans solution, sans maison, sans travail, seul à vouloir élever son fils. Et puis on voit qu'il va y arriver en fait, il va se battre, alors spoiler alerte, il va y arriver. Si tu regardes le film maintenant, ça fait trop longtemps, de toute façon tu aurais dû le regarder avant, donc je m'excuse même pas pour ce spoiler alerte. Mais toujours est-il, le message qui nous est transmis en fait, c'est même si tu es dans des mauvaises situations, quoi, bats-toi, ne fais pas trop confiance, ne te fie pas aux autres, tu le fais par tes propres forces, tu es capable, tu peux y arriver. Et c'est ce que j'ai appelé juste avant le self-made man, l'homme qui se construit par lui-même ou la femme qui se construit, l'auto-entrepreneur, la personne qui apprend autodidacte. Toutes ces choses qui nous sont transmises de tellement de façons, ça nous fait croire que tu y arriveras et tu dois rendre des comptes à personne, tu dois t'entourer de personne, même méfie-toi des autres. Parce que les autres veulent utiliser tes compétences, tes capacités pour leur succès. Donc c'est presque isole-toi pour y arriver par toi-même. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent à croire ça aujourd'hui. J'ai rencontré des gens qui pensent comme ça. Je crois que c'est ce message qui est véhiculé de l'individualisme, de l'homme qui se fait par lui-même. Et à cause de ce message, on est hésitant
à faire des équipes. On a l'impression que les équipes, ça va nous ralentir, ça va nous voler nos idées, ça va pas nous rendre capables. En plus de ça, on n'arrête pas de nous bombarder avec ces exemples de personnes qui ont réussi seules, sans jamais s'entourer. On encourage les jeunes à s'émanciper toujours plus vite, à voir les cadres, les autres comme des freins à leur propre épanouissement. Et même si on continue de dire, ça prend un village pour éduquer un enfant, la plupart des gens veulent choisir leur village, veulent sortir du village, développent des relations, non pas d'alliance, mais des relations en fait utilitaristes, où ils utilisent les compétences, les réseaux, les possibilités que les autres leur amènent. Et je pense qu'on n'a plus envie d'être un village à cause de ce message. Si on veut développer un cœur pour l'entourage, il faut qu'on ose combattre le mythe de l'individualisme. Il faut qu'on ose se positionner en disant « non, moi, je vais vivre les relations, je vais chercher à m'entourer. Si vous êtes chrétien comme moi, vous devez dire à l'image de Jésus, je vais chercher de m'entourer avec des personnes. » Alors pose-toi la question, à quel moment et de quelle façon tu parviens à identifier ce mensonge de l'individualisme dans ta propre vie? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu as commencé à croire ça? Tu as commencé à penser que les autres allaient te ralentir, que les autres étaient un danger. Est-ce que c'est arrivé que tu vives cette réalité en disant « en fait, je dois y arriver par moi-même, je dois m'émanciper, je dois me passer d'un village ». Parce que si on veut être des leaders qui travaillent en équipe, on doit combattre l'individualisme, on doit développer et garder des cœurs pour les équipes. Je disais que beaucoup des excuses ou beaucoup des raisons qui expliquent qu'on n'y arrive pas, c'est parce que en même temps, on aimerait bien une équipe, parce qu'on le dit, the dream team make the dream work, ou something like that. Je ne sais plus vraiment l'expression. Bref, l'équipe de rêve fait que les rêves fonctionnent, quelque chose comme ça, c'est ça, je crois que c'est ça. On le dit, on a des slogans pour ça, on prétend maintenant qu'on veut des hiérarchies flat, on veut travailler, on veut que tout le monde soit là, on veut collaborer, on le dit, mais dans les faits, on ne le vit pas. Et je pense que c'est vraiment important qu'on fasse attention à ça et qu'on fasse attention à ce mensonge de l'individualisme. Mais j'avais dit qu'il y avait une deuxième catégorie, une deuxième grande catégorie dans laquelle on met aussi beaucoup des excuses qui expliquent pourquoi on ne travaille pas en équipe. Et cette deuxième catégorie, je l'ai appelée les blessures de l'entourage, ou alors ce que j'appelais aussi le risque de l'entourage, ou alors le coût de la communauté. Je pense que si des fois l'entourage c'est difficile, si des fois on a de la peine à vraiment oser s'entourer, c'est parce qu'on a vécu ensemble des blessures. Je vais le dire ainsi, la plupart des gens ont déjà été blessés à cause de relations. Et à cause de ces blessures, ils sont hésitants à recommencer des relations. À cause de ces blessures, on peine à faire confiance, on hésite à s'entourer, on se méfie des gens. Et franchement, je ne vais pas prétendre comprendre ni connaître vos blessures, mais à mon échelle, je peux vraiment comprendre pourquoi c'est des fois vraiment tentant de ne plus s'entourer. Ça fait trop mal. On a donné notre confiance, on a vécu des choses belles, on a espéré ensemble et puis on s'est senti abandonné. Il y a une expression qui est souvent utilisée pour parler de ça, c'est « on m'a planté des couteaux dans le dos ». Et je pense que la plupart d'entre vous, vous pourriez dire « on m'a planté des couteaux dans le dos ». Je pense que 99% des gens pourraient le dire. Et je les croirais, franchement, sans même connaître leur vie, sans même connaître les détails, je leur dirais, c'est tout à fait possible en fait. Je ne serais pas surpris. S'entourer comporte toujours un risque. Mais j'ai envie de te le dire, l'alternative, c'est un risque encore plus grand. Si s'entourer, ça comporte des risques, rester seul, c'est encore plus dangereux. Et j'ai sincèrement l'impression qu'il y a plus à perdre en nous isolant qu'en prenant le risque de l'entourage. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui ne veut pas s'entourer. Puis je vais te donner juste trois façons d'identifier un leader qui ne veut pas s'entourer. Et peut-être que toi, tu vas être concerné par certaines de ces choses. Tu découvres qu'un leader ne veut pas s'entourer quand, tout d'abord, il utilise les autres. Plutôt que de collaborer, il se sert des autres. Il se sert des compétences, il se sert des connaissances, il se sert des ressources d'autrui, mais ne se connecte jamais réellement à l'autre. Le résultat, c'est souvent que celui ou celle qui a été blessé blesse à son tour. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui disent « Non, moi je ne veux pas t'aider parce que j'ai été utilisé ». Ou alors quand ils commencent à aider, à leur tour ils utilisent d'autres. Méfie-toi de ne jamais entrer dans des relations où on utilise les autres. Veille à jamais faire ça. Et si tu t'es senti utilisé à un moment donné, il faut que tu fasses un travail de cœur pour pardonner et pour passer à autre chose. Méfie-toi.
Oui, les autres ont des compétences. Puis on va en parler dans les épisodes à suivre. Comment est-ce qu'on identifie les compétences qu'on a besoin et puis comment est-ce qu'on les identifie chez les gens. Tout à fait, les gens ont des compétences. Tout à fait, les gens ont des connaissances. Tout à fait, les gens ont des ressources. Mais ne connecte jamais avec les gens pour ça. Connecte avec les cœurs plutôt qu'avec les mains. Les mains, c'est les compétences. Le cœur, c'est qui nous sommes. Donc, comment est-ce qu'on identifie un leader qui a été blessé ou qui va blesser? Tout d'abord, il utilise les autres. La deuxième des choses, il méprise les autres. On le voit au travers des blagues, au travers de sarcasmes, au travers de petites piques, souvent au travers de mots, de certaines expressions. Il diminue toujours les autres. C'est sa façon en fait de garder des distances. C'est sa façon de ne pas se rendre vulnérable et accessible. Finalement, le projet est suffisamment grand, on peut venir un instant puis travailler ensemble, mais finalement, il ne faut pas qu'on soit trop proche. Donc ça met en place une culture où il y a un humour un peu sarcastique, où on se diminue les uns les autres ou quoi. Mais qu'est-ce que ça crée, cette culture-là, cette manière de parler? Ça crée qu'on connecte jamais vraiment ensemble. Peut-être que tu as eu un gars comme ça à l'école, c'est l'ami de tout le monde, mais l'ami de personne en même temps. Il a toujours une blague, il a toujours, c'est cool d'être avec lui, la personne est cool, mais en vrai, au travers de ses blagues, il empêche qu'on connecte. Méfie-toi d'utiliser les autres. Méfie-toi aussi de mépriser les autres. Et puis, une troisième marque d'un leader blessé qui, à son tour, va blesser d'un leader qui ne connecte plus, c'est un leader qui garde toujours des secrets. Parce qu'il n'a pas confiance. Parce qu'il a peur qu'on utilise les choses contre lui ou qu'on lui vole ses idées ou des choses comme ça, ce leader, il garde toujours certaines choses. En anglais, on dit « in the dark », un peu dans l'ombre. Il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Il y a la méfiance qui commence à devenir culturelle. On se méfie les uns des autres. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'il n'a pas dit à l'autre? Et puis, est-ce qu'il a partagé l'entièreté de son projet? Est-ce qu'on sait vraiment où? Et on ne sait jamais. On ne sait jamais à quel point il partage des choses. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il a dit quand on n'était pas là. Et ça crée une méfiance et ça crée une culture du secret. Et j'ai envie de te le dire, le secret fera toujours mal. Je reviens ici sur une réalité qui est profondément chrétienne, mais Christ nous encourage. Jésus nous encourage de mettre les choses à la lumière. Et un leader qui a été blessé et qui ne fait pas confiance va toujours garder des secrets. Moi, j'aime tellement cette phrase que je l'utilise vraiment souvent. Je dis, la clarté fait toujours diminuer l'anxiété. Si tu as déjà été à collaborer dans une équipe où il y avait du secret, où il y avait des choses qui n'étaient pas dites, en fait, il y a l'anxiété qui augmente toujours. On commence à se sentir un peu anxieux, on ne sait pas vraiment où on s'en va. Tu vois, quand on est dans cette deuxième catégorie, quand on n'ose pas de vraiment connecter puis de vraiment créer un entourage parce qu'on a été blessé, très souvent, c'est ce genre de comportement qu'on va adopter. Et puis, il y en a d'autres encore à dire qui sont mauvais, mais ça, c'est trois types de comportements. Des leaders blessés qui vont blesser à leur tour et des leaders qui ne parviennent pas à développer un cœur pour les équipes. Alors, je ne vais pas te demander si tu as été blessé dans une relation parce que, comme je l'ai dit, je suis sûr que c'est le cas, quasiment, pour presque tous. Ma question, c'est est-ce que tu as guéri de ces blessures? Est-ce que tu veilles à ce que ces blessures ne t'affectent plus aujourd'hui et n'affectent pas ta façon d'être en lien avec d'autres? C'est fondamental que tu comprennes ça. Parce que si on veut parler de développer des équipes puis de travailler en équipe, on doit avoir des cœurs qui ont envie des équipes. Et pour ça, il y a deux choses qui sont importantes. On doit combattre le mensonge de l'individualisme et puis on doit guérir et s'assurer qu'on ne vit pas dans la peur des blessures potentielles liées aux relations. Je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. J'ai posé 2-3 éléments de base qui sont nécessaires. Dans les prochains épisodes, on va aller vraiment un cran au-dessus au niveau de tout ce qui est pratique, de comment est-ce qu'on peut le faire. Et on va parler notamment de non seulement l'importance, mais donner des clés pour réussir à lever des équipes, à garder des équipes et à libérer des équipes. Ici, j'ai vraiment fait la base de la base et j'espère que ça te donne le goût de continuer à suivre avec nous. Avant de te laisser, j'ai envie de te dire merci de prendre le temps pour tous ces podcasts. Merci d'écouter ces podcasts. Merci de nous écrire aussi, de tenir informés, de rester connectés. Et si tu veux nous aider, je t'encourage vraiment. Partage cet épisode. Fais-le écouter à d'autres. Si tu as des équipes, partage-le à tes équipes, fais-le avec d'autres, écoute-le avec d'autres encore, prenez des notes. J'ai envie aussi de t'encourager à commenter sur cet épisode, là où tu écoutes les podcasts, ça nous aide fondamentalement. Et puis finalement, continue à devenir la meilleure version de toi-même, c'est ce qu'on a envie pour toi. Avant de passer au prochain épisode, moi je t'encourage vraiment à faire ce travail. Est-ce que j'ai un cœur qui est ouvert pour les équipes? Voilà, je te laisse, merci d'investir dans ton leadership, à très vite.